En décembre, plusieurs cardinaux ont reçu une communication confidentielle du pape qui n'aurait jamais dû circuler en dehors du Vatican. Elle ne contenait ni salutations ni formules rituelles, mais les questions qui décideraient du prochain consistoire extraordinaire, des questions susceptibles d'influencer l'avenir de l'Église. Puis, 48 heures avant l'ouverture, un nouveau courriel arrive. Tout a changé, sans explication officielle, signé par un bureau qui n'a jamais géré de consistoire. Il ne s'agit pas d'une hypothèse, il ne s'agit pas d'une source anonyme. C'est documenté par des courriels et des documents internes révélés exclusivement par Cardinal News. Et cette semaine, cela a recoupé une autre information tout aussi explosive. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi deux des voix les plus autorisées du catholicisme traditionnaliste, le cardinal Raymond Burke et l'archevêque Athanasius Schneider, ont signé cette semaine une mise en accusation sans précédent. Et vous comprendrez ce que risquent les fondements doctrinaux de l'Église si Léon XIV ne réagit pas. Commençons par les faits. Le 6 novembre 2025, le secrétariat d'État du Vatican a annoncé aux cardinaux la tenue du premier consistoire extraordinaire de Léon XIV, les 7 et 8 janvier 2026. Le 19 décembre, le pape a personnellement envoyé une lettre de Noël présentant les 4 sujets qui seraient abordés. L'après-midi du 5 janvier 2026, 48 heures après l'ouverture du consistoire, un deuxième courriel est parvenu aux cardinaux. Non pas du secrétariat d'État, non pas du doyen du collège des cardinaux, mais du bureau de coordination des dicastères, un bureau qui n'avait jamais géré de consistoire dans l'histoire récente. L'ordre du jour avait été remanié, les temps avaient changé, le format avait changé et aucun document officiel n'expliquait qui avait pris cette décision. Ce changement ne se résumait pas à une simple question de calendrier. Selon des documents publiés par Cardinal News, le consistoire de janvier a repris le format de la réunion des cardinaux d'août 2022, convoquée par François, en le combinant avec celui du synode sur la synodalité. Concrètement, moins d'espace pour le libre débat entre les cardinaux, plus de poids accordé aux orateurs désignés, moins de possibilités de désaccord. Burke est l'un des juristes canoniques les plus influents du Collège des cardinaux, ancien préfet du tribunal suprême de la signature apostolique et une voix de premier plan pour le catholicisme traditionnaliste dans le monde entier. Lorsqu'il parle de procédure canonique, il le fait en se basant sur des décennies d'expérience dans l'application du droit canonique. Après le consistoire de janvier, Burke ne resta pas silencieux. Dans une interview relatée par Cardinal News et rapportée par Info Vaticana, il déclara qu'il était nécessaire de réexaminer le format afin de garantir qu'il respecte la véritable nature d'un consistoire extraordinaire. Des mots mesurés, mais qui, pour ceux qui connaissent le langage institutionnel de la Curie, sont très lourds de sens. Arrêtons-nous un instant. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Léon XIV a déjà convoqué le deuxième consistoire extraordinaire pour les 26 et 27 juin 2026, soit 6 mois seulement après le premier. Le format du consistoire de janvier combinait déjà des éléments du synode des évêques avec la structure classique. Petit groupe, session de 45 minutes, au cours desquelles un maximum de 15 cardinaux, parmi les plus de 160 présents, pouvaient prendre la parole pendant 3 minutes chacun. Le doute qui anime nombre de cardinaux ne porte pas sur les sujets abordés, mais sur ceux qui contrôlent réellement l'ordre du jour. Le terme « synodalisation » a une signification précise dans le vocabulaire canonique. Un consistoire extraordinaire est l'instrument par lequel le pape consulte les cardinaux en tant que corps collégial, et non en tant que groupe de travail thématique. La transformation de cette réunion au format du synode des évêques n'est pas une question de style. Elle change radicalement qui parle, qui est écouté et, surtout, qui contrôle le résultat final.
Mais les gros titres n'ont pas révélé un détail important. La même semaine où Cardinal News publiait les documents relatifs au consistoire de janvier, une autre information faisait grand bruit, discrètement dans les milieux traditionalistes. Le 5 mai 2026, le secrétariat général du Synode des évêques a publié le rapport final du groupe d'études numéro 9, 30 pages destinées à ébranler les fondements de la doctrine morale de l'Église. Le rapport, signé par la commission dirigée par le cardinal Carlos Gustavo Castillo Matasolio, invitait l'Église à aller au-delà d'une simple répétition de la présentation doctrinale actuelle, en tenant compte des nouvelles interprétations exégétiques des textes bibliques sur la moralité sexuelle. Un langage délibérément modéré, mais avec des implications que les traditionalistes ont immédiatement perçues comme très dures. L'archevêque Athanase Schneider n'a pas attendu. Dans une interview accordée le 12 mai 2026 à la journaliste Diane Montagna et relayée par Info Vaticana, il a déclaré que le rapport final a sans équivoque franchi la ligne entre l'orthodoxie et l'hérésie. Non pas une critique stylistique, non pas une réserve de mérite, une accusation formelle d'hérésie, écrite, signée de son nom, adressée à un document officiel du Vatican. L'archevêque Schneider a identifié le cœur du problème dans ce qu'il a appelé une exégèse du doute, une méthode qui remet en question la permanence des textes bibliques sur la moralité sexuelle, ouvrant la porte, a-t-il dit, au relativisme moral total. Il lança alors un appel solennel à Léon XIV, lui demandant de faire une profession de foi cristalline, à l'image de Saint Léon le Grand, afin que les fidèles puissent dire « Par la bouche de Léon XIV, Pierre a parlé ». Monseigneur Joseph Strickland, l'évêque démis de ses fonctions dans le diocèse de Tyler en novembre 2023, s'est exprimé avec encore plus de franchise, comme le rapporte The Catholic Monitor. Soutenir la papauté ne signifie pas prétendre que l'erreur est la vérité, a-t-il déclaré. La véritable charité envers le Saint-Père consiste à le rappeler avec amour à la fidélité à Jésus-Christ, chaque fois que la confusion ou l'erreur est propagée. 3 voix distinctes, 3 histoires distinctes. 3 hommes qui, cette semaine, ont dit la même chose, en des termes différents. La structure synodale n'est pas un mécanisme d'écoute neutre. C'est un outil qui, appliqué aux documents doctrinaux, produit de l'ambiguïté là où la tradition exigeait de la clarté. Le deuxième consistoire extraordinaire est prévu les 26 et 27 juin 2026. La question que se posent les traditionalistes lors de cet événement est claire. Qui, cette fois-ci, va réécrire l'ordre du jour à la dernière minute? Et sous quelle forme Léon XIV abordera-t-il les questions doctrinales qui restent en suspens après le rapport du groupe d'études numéro 9? Saint Pie X a écrit que le modernisme procède par évolution, adaptant le langage de la foi aux catégories de l'époque. La formule « aller au-delà d'une simple répétition de la doctrine » utilisée dans le rapport du groupe d'études numéro 9 est fonctionnellement identique à la méthode condamnée par Pachendi. Il ne s'agit pas d'une comparaison polémique, mais d'un diagnostic doctrinal. L'Église a traversé des périodes plus sombres encore, et à chaque fois, la tradition a survécu, non grâce à ses structures, mais grâce à ses évêques et cardinaux qui ont eu le courage de dire la vérité, même lorsque cela coûtait cher. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.